Maurice Vincent, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Droit Citoyen. Merci d'avoir répondu à l'appel de Droit Citoyen, à l'équipe de Droit Citoyen. On vous a invité pour parler d'un sujet dont tout le monde parle maintenant à Saint-Étienne. C'est le sujet en vogue, j'allais dire. C'est la fusion des deux universités entre Lyon et Saint-Étienne. Avant de parler de la fusion, il y a deux sujets qui sont importants à Saint-Étienne. C'est les municipales et également, je le sais, vous êtes un footeux, donc on parlera un petit peu des Verts en fin d'émission. Tout d'abord, comment vous avez réagi aux élections, aux résultats de dimanche soir? Les résultats sont d'abord marqués par une très forte abstention qui est liée au contexte, bien sûr, mais aussi peut-être à des choses plus profondes, une certaine lassitude des Français vis-à-vis de la politique. Ça, c'est plus embêtant. Et donc, dans ce contexte de très forte abstention, je crois aussi un contexte très favorable aux maires sortants, pas seulement à Saint-Étienne, mais en France, d'une manière générale. Je n'ai pas été surpris des résultats. Je pensais que la liste de Pierrick Courbon serait un peu plus haut, je ne vous le cache pas, au deuxième tour, mais les résultats du premier tour indiquaient déjà une tendance très favorable pour M. Perdriau, donc je n'ai pas été surpris. Et le fait qu'il y ait si peu de gens qui soient allés voter, cette abstention, on peut que la lier à la pandémie ou alors c'est une raison plus profonde? Je pense qu'il y a la pandémie bien sûr, il faut sans doute chercher des raisons plus profondes qui résultent probablement du désenchantement d'une partie des Français à l'égard de la politique et des responsables politiques. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est quand même la première fois pour les municipales qu'on a aussi peu de participation, alors même que le deuxième tour n'était plus soumis au risque de santé publique, plus vraiment. Donc c'est inquiétant. Oui. Vous n'avez pas eu envie de vous engager, de plus participer? Non, vous aviez appelé au deuxième tour à voter pour la liste de M. Courbon, mais on vous a peu vu finalement. C'est une page qui est tournée? Non, mais je crois que c'est normal. Hein. Moi, j'ai été engagé dans la vie politique pendant longtemps, dans la vie publique avec l'université encore pour une autre période. Bon, les circonstances font qu'à partir de 2017, je crois que l'espace politique pour des gens comme moi, des gens de ma génération, s'était objectivement réduit. Donc je crois qu'il faut en tirer les conséquences et laisser la place aux jeunes. Donc non, je n'ai pas envisagé de m'engager plus que ça. J'ai un blog où je m'exprime régulièrement sur les grands sujets parce que ça m'intéresse et je fais partager à d'autres mon point de vue, mais je souhaite en rester là. Et vous disiez que vous étiez surpris par l'écart de voix. Qu'est-ce qui peut expliquer ça aussi? Est-ce que M. Courbon n'était pas un peu trop jeune ou alors on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de villes qui ont basculé chez les Verts. Alors c'est toujours le jeu de mots avec Saint-Étienne, c'est pas chez nous. Et pourquoi chez nous ça ne prend pas l'écologie? Est-ce qu'il y a des raisons? Oui, je crois d'abord il y a la sociologie de Saint-Étienne. Les scores des écologistes ont toujours été à Saint-Étienne. Bas. Ils ont été respectables, mais plus bas que dans des villes, des capitales régionales où la sociologie de la population est plus adaptée, en particulier Paris, mais aussi Lyon, Bordeaux, Grenoble, hein. Strasbourg, Grenoble. Voilà, donc ça n'est pas une surprise parce qu'il y a eu un terreau sociologique qui est moins favorable aux écologistes qu'ailleurs. Là, M. Courbon a quand même plus que doublé son score de 2000... M. Longeon au premier tour a plus que doublé son score de 2014, donc c'est pas si mal. Mais par contre, on n'est pas dans le raz-de-marée national pour des raisons, je crois, essentiellement sociologiques. Même ce qui a été fait à Saint-Étienne, je le souligne, et pas du tout négligeable. Je vais rappeler, puisque vous m'y incitez, que les cantines 100% bio que j'avais mises en place, c'était une première nationale. Nous étions en avance. Ça, c'est dans l'air du temps, les circuits courts. Oui, mais c'était en 2009. Oui, mais vous étiez un précurseur, voilà. Donc. En tout cas, c'était positif. On va parler évidemment de l'université. On va rester quand même sur les municipales. On a dit 60-40. Est-ce que ça veut dire que, le maire de Saint-Étienne, M. Perdriau, a un bon bilan? Et deuxième question un peu plus lointaine, est-ce que vous, avec le recul, il y a des choses que vous auriez faites différemment quand vous étiez en poste? Avec le recul, bien sûr. Pendant mon mandat? Bien sûr, pendant votre mandat. On a toujours des choses... Je fais allusion au fait que vous n'avez pas été réélu. Oui, oui. Donc ça remonte à 2014, hein, donc c'est un peu plus loin. Avec le recul, on a toujours des idées, on se dit toujours j'aurais dû faire différemment, mais sur les grands choix pour la ville, non, je n'ai aucun regret. Sur les grands choix. Il n'y a pas des choses qu'on se dit j'aurais dû les faire différemment? Elles ont peut-être été mal comprises ou alors... Je pense qu'il y a un projet que j'ai lancé à la fin de mon mandat qui n'a pas été
complètement bien compris, c'était l'idée d'installer 4 ou 5 commerces sur le site des Ursules. Je pense que ça a beaucoup inquiété, alors que c'était fait pour relancer le commerce de centre-ville avec des locomotives commerciales. Ça, c'est un point qui a pu inquiéter. Pour le reste, si vous voulez, les sujets que j'ai eu à gérer, je pense que sur les emprunts toxiques, j'ai jamais eu de critique, par exemple. Sur le redressement financier de la ville, non plus. Sur le soutien à l'université, justement, non plus. Sur des aménagements urbains, on a toujours des opinions. On se dit, tiens, là, on aurait pu faire différemment, ça aurait pu être mieux. Je ne vais pas vous dire lesquels. Mais sur le plateau piéton et sur les grands choix, non, j'ai pas de regrets. Vous avez parlé de commerce avec les Ursules. J'ai lu que le projet Style, on a beaucoup critiqué M. Perdriau, mais c'est un projet qui remonte à 2015. À des années antérieures. 2015. Donc là aussi, est-ce qu'il n'était pas obligé de suivre le mouvement? Il ne pouvait pas, lui, arrêter le projet d'un coup? Sur le projet Style, si vous voulez, il faut distinguer 2 périodes. La période dans laquelle j'étais maire, le projet Style n'existait pas. Il y avait le projet d'une extension du géant casino qui devait se transférer de l'autre côté, pour lesquels on essayait justement de maîtriser cette extension. Ça, c'était le projet Casino. Il s'est arrêté parce que Casino a interrompu ce projet à la fin de l'année 2013, juste avant les élections. Et à ce moment-là, Casino a dit on va faire notre projet, mais sur notre site à nous, là où ils ont fait la galerie marchande. À partir de ce moment-là, moi je n'ai pas été réélu, donc c'est M. Perdriau qui a été élu. Et en 2015 est apparu ce projet Style de l'autre côté, qui était du coup resté vide. Non, moi je crois qu'il aurait fallu revoir tout ça et ne pas faire ce projet, en tout cas pas à cette dimension, c'est sûr, dès lors que Casino avait déjà fait sa galerie marchande de l'autre côté. Ou en tout cas avait envisagé en 2015 encore de la faire. On verra dans l'avenir ce qui va se passer, quoi. Oui. Je crois que c'est un déséquilibre au détriment du centre-ville qui est quand même une évidence. Vous qui avez été à la manœuvre, est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour les commerces de centre-ville? Parce qu'on se rend compte que ça se passe partout, comme ça dans toutes les villes presque, que les commerces meurent dans les centres-villes. C'est difficile. Il y a le développement du commerce électronique, il y a le développement... donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif sur les grandes surfaces. Dans notre esprit, comme je vous l'ai indiqué, nous voulions créer des locomotives commerciales, c'est-à-dire des magasins qui font venir du monde sur le site des Ursules. Et avec ces locomotives commerciales, le but était d'attirer des gens en centre-ville. Moi je voulais aussi maintenir les 400 emplois de la caisse d'allocation familiale qui ont été transférés à Château-Creux. Voilà, ce sont des options différentes. Je ne regrette pas de les avoir proposées. Je n'ai pas pu les mettre en œuvre parce que je n'ai pas été réélu, c'est la vie. Les gens ont voté, c'est la démocratie. Voilà, absolument. Alors on va parler de cette université. J'avoue que j'ai suivi ça de loin et puis de plus en plus on m'en parle, donc je suis de plus en plus près. Ça veut dire quoi exactement de fusionner Lyon et Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à quelqu'un de fusionner ces 2 universités déjà? C'est Lyon qui gagne, Saint-Étienne qui y perd? Ou alors c'est plus global comme sujet? Non, mais si vous voulez, c'est qu'il y a l'intérêt éventuel, c'est qu'il y a une contrepartie. La politique gouvernementale a évolué, mais enfin globalement, elle propose de donner une rallonge financière qui est d'ailleurs relativement limitée quand on la compare au budget de l'université, mais enfin c'est une rallonge financière, en contrepartie du regroupement aujourd'hui de 3 universités lyonnaises, plus celle de Saint-Étienne. Donc, que les universitaires aient dans un premier temps été intéressés par ce projet, je le conçois, il y avait une carotte si vous voulez, au bout. Les subventions on m'a dit. Oui, des subventions supplémentaires, mais qui représentent 2%, je crois, du budget de l'université, ou même pas. Donc c'est pas quelque chose de conséquent. Ça améliore l'image de marque, par contre, d'être dans cette labellisation qu'on appelle IDEX. Donc beaucoup de gens étaient pour. Moi-même, j'ai toujours été pour d'ailleurs, jusqu'à ce que la contrainte mise par l'État soit la fusion complète, la disparition de l'université. Alors là, comme je vous le disais en aparté, moi quand j'ai appris en 2019, je n'étais plus du tout, ni depuis longtemps, ni élu, ni responsable de quoi que ce soit, mais au début, je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on envisage la disparition pure et simple de l'université. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autant on peut coopérer, autant la disparition. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte, certains universitaires m'ont dit qu'effectivement, un certain nombre de propositions étaient faites au conseil d'administration pour finalement dissoudre, c'est une dissolution, dissoudre l'université de Saint-Étienne dans une grande université lyonnaise. Donc concrètement, ça veut dire disparition des doyens de faculté, disparition de la faculté de droit, disparition de la faculté de médecine, disparition de la présidence de l'université, du conseil d'administration de l'université,
transfert de l'ensemble de ses pouvoirs à Lyon. Donc à ce moment-là, j'ai publié sur mon blog un certain nombre d'éléments pour dire, attendez, là, il faut au moins un débat, on ne peut pas laisser faire ça comme ça, on ne peut pas perdre tous nos pouvoirs universitaires. Et donc j'ai alerté, d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai écrit à la présidente de l'université, à M. Perdriau et à M. Ziegler. J'ai fait ça, un mois après ma réaction sur mon blog, si vous voulez, j'ai fait cette première démarche en leur disant, voilà, je vous informe qu'à mon avis, c'est très grave. Je n'ai pas eu de réponse, à l'exception de M. Perdriau, qui a accusé réception. Il m'a dit, bon, je prends note. Je n'ai pas eu de réponse ni de la présidente de l'université, ni du conseil départemental. En même temps, je ne suis plus élu, hein, je ne suis qu'un citoyen de base. Une voix qui porte. Ouais, puis bon, moi j'ai par l'habitude, par politesse, de répondre. Enfin, c'est la vie. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc à la suite de ça, vos confrères du Progrès ont fait un article, c'était pas dans la période municipale, hein, c'était en octobre, et cet article a suscité d'autres réactions, et puis je crois que petit à petit, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait en gros un déséquilibre entre les avantages de ce projet qui existe, mais qui sont... c'est un supplément d'âme, hein, si vous voulez, et ce que nous cédions en contrepartie, c'est-à-dire tous nos pouvoirs universitaires, définitivement, parce que si l'université de Saint-Étienne est fusionnée et dissoute dans celle de Lyon, on ne reviendra pas en arrière. Et donc on perdra toutes les capacités que nous avions à créer des diplômes, des masters, des diplômes d'IUT, soutenir des nouveaux projets de recherche, développer le CHU, parce qu'avec la fac de médecine, il y a le CHU. Voilà, donc je reste encore, enfin j'espère bien que d'autres solutions seront trouvées. Il y a des gens à Saint-Étienne qui sont pour ? Ah ben, oui, la présidente de l'université continue d'être pour. Le conseil d'administration, elle le dit de temps en temps, et c'est vrai, le conseil d'administration, à un moment donné, a voté non pas des statuts, mais un document d'orientation qui allait dans ce sens. Saint-Étienne Métropole, en février 2019, a bel et bien émis un vœu que tout le monde a pu lire. Donc moi, je n'étais pas à Saint-Étienne Métropole, je ne l'ai pas su à l'époque, je l'ai su plus tard, mais il y a bien un vœu qui a été pris et qui va dans ce sens-là, c'est une réalité. Comment aujourd'hui on fait pour faire marche arrière, j'allais dire, pour reculer et pour pas être mangé, entre guillemets, par Lyon? Est-ce qu'il y a des moyens encore ou alors c'est foutu? Non, il y a des moyens parce que pour diverses raisons, le projet a été retardé et donc le vote du conseil d'administration est prévu en septembre. J'ai vu qu'il y avait une date butoir. Le 30 septembre, voilà. Donc d'ici là, le débat public doit avoir lieu et moi j'étais vraiment pour qu'il y ait un débat public parce que j'ai été à la fois successivement président de l'université et maire. Et donc je vois bien, si vous voulez, avec une évidence pour moi, que tout ce qui se passe à l'université a des conséquences évidentes sur tout le développement de la ville et du territoire. Donc on ne peut pas laisser ce choix. Je respecte beaucoup mes collègues universitaires qui vont être majoritaires pour décider, mais c'est un vrai choix de société pour l'avenir de Saint-Étienne. C'est un choix majeur pour moi. Nous ne pouvons pas perdre ces pouvoirs parce que sinon nous reculerons de 50 ans. Donc c'est un choix majeur, donc il est normal qu'il y ait un débat public et il est normal qu'il y ait eu un débat pendant cette élection municipale. Et puis pour faire référence au livre L'épopée de l'Université de Saint-Étienne de Jean-Luc Foury, vous avez fait la préface, il y a toute une histoire en plus, il y a des combats extraordinaires pour avoir créé cette université, pour l'avoir développée. Donc ça serait dommage aujourd'hui qu'on tire le rideau, quoi. Bien sûr, ça serait dommage en référence à tous ces hommes qui se sont battus, justement. Voilà, en référence à tous ceux qui se sont battus par le passé, qui sont très très nombreux, avec un soutien souvent très très large à une personnalité politique, mais surtout ça serait dramatique pour l'avenir. C'est surtout ça. Si vraiment les Stéphanois, les universitaires et les politiques aujourd'hui veulent accepter cette dissolution, qu'ils le fassent en toute connaissance de cause, ça sera dramatique, je serai 100% contre, mais que ce soit débattu. Alors depuis que c'est débattu d'ailleurs, je vois de très nombreuses prises de position pour dire non, on ne doit pas céder. Vous avez évoqué le doyen Queneau, l'ancien président Robert Fouquet également, plusieurs directeurs. Là, en fait, depuis quelques jours, on peut dire même maintenant, les universitaires ont émis des propositions alternatives et franchement, je trouve ça très bien.
pourquoi dans la campagne électorale des municipales, ce n'est pas un sujet qui est revenu plus fort? On le découvre finalement après la campagne. Il a été quand même abordé dans le débat municipal, mais le problème c'est que le débat, notamment du deuxième tour, a été, comme vous avez vu, très faible. Il y a eu un débat public et puis les gens ayant la tête ailleurs, je pense que... Alors ça a quand même été évoqué en fin de campagne et j'ai pris acte d'ailleurs à la fois de la position de M. Courbon, très ferme, et puis de l'évolution de celle de M. Perdriau qui est, je crois, beaucoup plus exigeant maintenant. J'ai l'impression qu'il prend conscience du problème. Je le pense aussi, oui. Je l'espère. Quand vous parlez de dramatique, concrètement, c'est quoi? Ce mot dramatique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on perd à Saint-Étienne si on perd la faculté? On perd des étudiants, on perd des logements qu'on ne loue plus, on perd toute une vie étudiante, quoi. Si nous perdons les pouvoirs de décision, nous allons d'abord entraîner un flux mécanique de départ ou de non-arrivée d'enseignants du supérieur, de cadres administratifs qui, comprenant que tous décident à Lyon, s'installeront à Lyon plutôt qu'à Saint-Étienne. Ça, c'est pour la ville, c'est dramatique. Nous avons besoin de cette population qui apporte évidemment une vie intellectuelle très importante. Ensuite, pour proposer de nouveaux diplômes, l'université crée des diplômes chaque année en liaison avec l'évolution de la science. C'est son rôle. Quand vous voulez créer un nouveau master spécialisé en finance, par exemple, ou spécialisé en droit social ou en liberté publique, enfin, je prends quelques exemples, ou en musicologie, enfin, vous pouvez prendre toute la palette de... Quand vous voulez proposer un nouveau master, vous avez aujourd'hui la décision qui se prend à Saint-Étienne, avec les collègues qui sont impliqués dedans, et ils font cette proposition et ensuite ils la soumettent au ministère. Si ceci disparaît, toute cette étape se fera à Lyon, dans des conseils où les Stéphanois représenteront 10% des gens. Qu'est-ce que voulez-vous qu'il arrive? Nous allons perdre une capacité de développement énorme, c'est une évidence. C'est pas parce que les Lyonnais sont méchants, on a des divergences avec les Lyonnais, notamment sur le plan du foot, mais je veux dire, je connais beaucoup d'universitaires lyonnais que je respecte énormément, évidemment, mais c'est mécanique, c'est pas, ils ne voudront pas spécialement nuire à Saint-Étienne, pas forcément en tout cas, mais mécaniquement, ils sont très nombreux, et donc on aura des diplômes qui partiront à Lyon, les plus intéressants, et on aura des équipes de recherche qui se relocaliseront à Lyon. Donc ce serait terrible, un retour en arrière terrible pour Saint-Étienne. Donc si j'ai bien compris, la directive, elle vient de l'État, et c'est l'État qui, finalement, c'est des soucis d'économie. C'est pas une directive. C'est un peu comme les régions, on regroupe pour faire moins de frais, et finalement on n'arrange rien. C'est pas une directive, l'État n'a jamais dit je décide que. Oui, l'État a simplement dit si vous voulez avoir un label IDEX, dans les premières années, il faut coopérer, donc là très bien. Et depuis 2 ou 3 ans, il faut fusionner. Et donc pour une université comme Saint-Étienne, réellement, c'est lâcher la proie pour l'ombre, tout simplement. Donc il ne faut pas le faire. Plus exactement, il faut discuter avec l'État, avec le ministère, pour obtenir d'autres modalités spécifiques à Saint-Étienne qui nous laissent nos pouvoirs universitaires. Et moi, je pense que c'est possible, c'est une question de volonté politique et une volonté aussi des universitaires. Est-ce que c'est le fait aussi, peut-être que c'est bête la question, mais que c'est Lyon? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi collaborer, peut-être, je ne sais pas moi, avec Clermont, avec Grenoble, avec d'autres, et étendre des collaborations justement et faire peut-être des économies d'échelle, je ne sais pas comment on fait au niveau universitaire? Dans la réalité du fonctionnement de l'université aujourd'hui, en fonction des départements de biologie, d'informatique, de langues anciennes, etc., il y a des coopérations dans le monde entier. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et il y a des coopérations dans le monde entier. Nous avons des diplômes même reconnus au niveau européen, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le rayonnement de l'université, il est équivalent à celui des autres universités françaises. En revanche, du fait de l'histoire et du fait du poids des facultés lyonnaises, le nombre de coopérations importantes avec les universités, les grandes écoles de Lyon est plus important que dans n'importe quel autre endroit en France. On a des coopérations avec Clermont, en particulier dans le domaine de la géologie et de l'étude des volcans, des coopérations de très haut niveau avec l'université de Clermont-Auvergne. Mais c'est difficile, si vous voulez, si on nous demande de nous rapprocher, c'est difficile. On ne peut pas éviter d'évoquer Lyon. Il y a les politiques, mais il y a aussi les industriels
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient avec l'industrie de la région. Est-ce que les industriels, ils ont un poids aussi dans cette décision? Ils ont des représentants au conseil d'administration de l'université et je pense que à travers tout ce qui a pu être créé ces dernières années entre l'université et l'industrie, ils ont vraiment des arguments à faire valoir pour dire qu'eux aussi ont quand même intérêt à avoir une présidente de l'université immédiatement accessible et des directeurs de laboratoire disponibles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'avenir, c'est quoi d'ici le 30 septembre? Il faut remuer ciel et terre, il faut faire quoi? Oui, mais je crois que les universitaires là, ont créé un collectif qui est... J'ai vu qu'il y avait eu des démissions ce week-end. Voilà, non mais il y a... C'est symbolique ça ou c'est... Ah, ben, c'est très symbolique, c'est surtout une prise de conscience qu'il faut proposer autre chose. Et moi je suis tout à fait, je soutiens vraiment cette démarche parce que il ne faut pas être dans une seule action de refus, mais il faut proposer une alternative et je suis persuadé qu'on peut garder tous nos pouvoirs universitaires et renforcer nos coopérations avec Lyon et obtenir cette labellisation qui s'appelle IDEX, à condition de mettre le paquet, d'expliquer au gouvernement la situation particulière de Saint-Étienne, d'engager un rapport de force politique au niveau des élus et au niveau de l'université. Je pense qu'au final, la raison l'emportera. Justement, vous qui avez été maire, est-ce que Saint-Étienne, on a le bon rayonnement? Est-ce qu'on n'est pas vu un peu comme la petite ville de campagne de là-haut de Paris? Parce que quand on voit le traitement de l'information, on passe toujours en dernier. Est-ce qu'ils n'ont pas cette image que la capitale de la région, c'est Lyon et le reste, eh ben, c'est... Si vous voulez, le développement de l'agglomération lyonnaise ces dernières années et son positionnement géographique donne nécessairement cette impression vue de l'extérieur, mais c'est le cas dans toutes les régions de France. C'est le cas à Bordeaux, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes. Vous avez toujours une capitale régionale qui bénéficie beaucoup du développement économique depuis quelques années. Mais nous avons un territoire qui est très important. Nous ne sommes pas une petite ville, nous sommes une grande ville, nous sommes une métropole. Et donc il faut rappeler ça constamment aux Parisiens, vous avez raison. Il faut leur le rappeler chaque fois. Oui, absolument. Et comment justement on fait il faut aller voir les ministres, il faut les faire venir, comment ça se passe politiquement? Là, il est indispensable. Enfin, d'ailleurs, je crois que M. Perdriau l'a annoncé. Il est indispensable qu'il y ait un rendez-vous entre les élus locaux, l'université et la ministre de l'enseignement supérieur. C'est le niveau minimal. Peut-être faudra-t-il monter jusqu'au Premier ministre. Ça veut dire que tous les politiques de la région, oui, conseil départemental, les maires, les députés, tout le monde doit faire bloc et oublier ce conflit droite-gauche? Absolument. Absolument. C'est toujours comme ça qu'on a fait avancer l'université de Saint-Étienne dans l'histoire. Le livre de Jean-Luc Fourie le rappelle. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant avec un contre-projet construit avec les universitaires qui ont décidé de relever le gant. Et comment on explique, moi j'ai vu beaucoup de gens qui sont donc contre cette fusion, et j'ai compris, si je ne me trompe pas encore une fois, que la présidente est plutôt pour. Quel est le paradoxe de ces gens qui sont contre et cette présidente qui est pour? Ça veut dire qu'il faut changer de présidente pour avoir quelque... La présidente... Il y a sûrement des bonnes raisons aussi d'être pour. C'est expliqué dans la presse. Comme je n'ai pas eu de réponse à mes courriers, je ne peux pas vous dire vraiment sur le fond. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle considérait que la position du gouvernement était inaltérable et donc on devait passer sous les fourches codines sans broncher. C'est ce que j'ai compris, présenté comme quelque chose d'inéluctable. Pourtant, en démocratie, il y a toujours une concertation et une discussion. Oui, surtout là, je pense que... Surtout que ça a tellement d'importance pour la ville et pour la région. En tout cas, moi j'ai clairement exprimé mon avis. D'abord ma stupéfaction dans le courant de l'année 2019, et puis ma volonté en tout cas de sensibiliser les personnes qui sont aujourd'hui dans les responsabilités que j'ai exercées par le passé, pour leur dire non, on ne pouvait pas laisser faire ça, c'était mon rôle. Après, ce sont eux qui ont le pouvoir. Est-ce qu'il y a des projets justement alternatifs qui sont dans les tiroirs ou alors est-ce que vous avez des infos? J'ai lu que le collectif des enseignants qui est en train de se mobiliser allait proposer des solutions différentes. Je pense que c'est très bien. Parce que cette date butoir, elle est quand même assez proche, 30 septembre. Ah, si vous voulez, les statuts, puisque les statuts sont rédigés, ils entérinent la disparition de l'université, donc il faut les rejeter lors du conseil d'administration de septembre, sinon c'est fini. La première étape, c'est de rejeter ces statuts et de proposer une solution alternative. Et si j'ai bien compris, il va y avoir un vote où on n'est pas majoritaire. Comment on fait pour... Ah si, dans l'université de Saint-Étienne à l'heure actuelle, la
totalité des enseignants-chercheurs et des représentants du monde économique et des collectivités sont désignés par les Stéphanois, enfin soit par les enseignants stéphanois, soit par les élus stéphanois, soit par les chefs d'entreprise. Oui, mais le côté stéphanois, mais pour la décision... Non, mais si Saint-Étienne n'accepte pas d'aller dans ce projet, le ministère a dit que le projet s'arrêterait. Et moi, je préférerais, très clairement, que le ministère, et je pense qu'on peut y arriver, disent simplement on reconsidérera un autre projet. C'est pas la même chose. Oui, il faudra repartir sur autre chose. Voilà. Très bien. Comment vous expliquez aussi que toute cette jeunesse qui participe donc à l'université, avec cette pandémie là, on a 6 mois où il va rien se passer finalement au niveau universitaire. Là aussi, moi je suis pas allé si loin dans les études, mais comment on rattrape ça? C'est des choses qui se rattrapent ou alors on donne des diplômes à tout le monde? Comment ça se passe là aussi? Je ne connais pas les détails. Non, mais c'est juste pour information générale. Qui sont adoptés par l'université. Je pense que ça dépend beaucoup de chaque filière. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que d'abord, il y a eu un certain nombre d'enseignements qui ont continué à travers, notamment à distance, à travers les outils numériques. À l'université, il y a un contrôle continu toute l'année, donc qui a quand même pu être exercé jusqu'au 15 mars. Et puis, dans un certain nombre d'hypothèses, il peut y avoir en septembre une deuxième session, comme il y en avait par le passé. Donc je pense qu'avec tout ça, mais sans que je puisse entrer davantage dans les détails, on doit pouvoir assurer une fin d'année universitaire qui ne sera pas identique à une année normale, mais qui sera quand même respectueuse d'un contrôle, on va dire, minimum des connaissances. Ça sera une année inévitablement différente des autres. Un peu comme partout. Voilà, comme partout. Comment vous la voyez, vous, l'avenir, le futur de cette université stéphanoise, si elle reste indépendante? Je la vois avec beaucoup d'optimisme. Parce que l'université est un grand succès, je crois, de Saint-Étienne sur les 30 ou 40 dernières années. Une progression constante, une amélioration, une augmentation du nombre d'étudiants et une amélioration du nombre d'équipes de recherche reconnues au niveau international. Non, je crois que c'est une vraie réussite. Donc, je suis très optimiste, à condition qu'elle continue à s'ouvrir à des coopérations extérieures, bien sûr, avec Lyon, toutes celles qu'on a évoquées, Clermont et d'autres, et au niveau international. Européen. Mais pour ça, il faut qu'elle garde ses pouvoirs, ses instances de décision. C'était le sens de mon intervention. On parle aussi beaucoup en ce moment des hôpitaux et des problèmes avec les infirmières et les nombres de lits. Et tout un... Là aussi, on est dans un sujet politique. L'université, il y a le U donc, pour l'hôpital, enfin le H alors. Comment ça se joue là aussi? Il y a vraiment un lien qui... Qu'est-ce qu'on perdrait là aussi si, au niveau médical si on perdait l'université stéphanoise? Mais le risque, pas demain matin, mais à moyen terme, c'est de perdre le U de CHU. Oui. C'est ce risque-là. Et concrètement, pour le lambda stéphanois, ça veut dire quoi? Alors, concrètement, ce qui se passe grâce à la faculté de médecine aujourd'hui, qui est indépendante et qui, dans le projet, serait fondue avec celle de Lyon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette faculté de médecine assure la formation évidemment des médecins, et à partir de la 6e année, la formation des internes que les malades, que les patients stéphanois croisent dans tous les services hospitaliers, qui sont à la fois en formation pendant plusieurs années et qui soignent en même temps, parce qu'ils ont déjà 6 années de médecine derrière eux. Donc si vous voulez, et à la suite de ça, ces internes deviennent eux-mêmes médecins en ville, ou spécialistes, ou au CHU, ou dans les cliniques. Donc il y a une capacité de création de savoir sur notre territoire, et donc ensuite, puisque ces personnes ont été formées là, toutes ne restent pas. Certains vont faire carrière ailleurs, c'est bien normal. Mais c'est un potentiel d'amélioration de la qualité des soins qui est majeur. Ça veut dire qu'ils seraient plutôt sur Lyon, alors, ces gens-là? Ça veut dire qu'ils reviendraient aux instances lyonnaises de décider combien de médecins sont formés à Saint-Étienne, combien d'étudiants sont accueillis. Voilà, c'est quand même... Non, mais c'est stupéfiant. C'est du concret dans la vie de tous les jours. C'est du concret, si vous voulez, c'est stupéfiant. Cet enjeu, la bagarre pour la faculté de médecine a été nécessaire à plusieurs reprises dans l'histoire de l'université. Alors, encore dans la politique, j'ai cru comprendre que vous souteniez Emmanuel Macron aux dernières présidentielles, même si vous êtes un peu éloigné, on dirait. Tous ces députés En Marche de la région, est-ce qu'ils se mobilisent aussi pour l'université?
Alors moi j'ai soutenu Emmanuel Macron, c'est vrai, à la présidentielle sur la base du projet qu'il avait présenté aux Français, qui me semblait incontestablement meilleur que celui de M. Fillon et de Mme Le Pen, et de M. Hamon d'ailleurs aussi. Et simplement, je crois que comme beaucoup de gens de gauche qui l'ont soutenu, nous avons tous observé une dérive au centre droit, puis à droite. C'est pas la réalité du terrain qui fait que les gens basculent toujours à droite? Non, je ne crois pas. Je pense que Emmanuel Macron a dérivé, et c'est dommage pour lui parce que je crois que c'était... il aurait pu essayer de faire quelque chose de complètement nouveau, et je pense qu'il s'est considérablement affaibli en laissant parler un penchant libéral trop prononcé. Donc moi, pour répondre à votre question, je suis aujourd'hui en dehors de... Je n'appartiens à aucun parti politique, je reste un homme de gauche social-démocrate. Force est de constater qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de représentants de cette tendance social-démocrate au plus haut niveau. C'est la vérité, il faut attendre 2022, j'espère. Je reviens à ma question, les députés En Marche de la région, il y en a quand même 4. Hein. Oui, c'est ça, 4. Ils se mobilisent pour l'université aussi? Ils font passer le message en haut lieu, comme on dit? Ah, ça, je ne peux pas vous dire, j'espère, mais je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas vu de prise de position très moi non plus, claire. c'est pour ça que je te pose la question. Je n'ai pas vu de prise de position très claire ces derniers mois. Et je pense que dans un premier temps, il y a certainement plutôt eu une tentation, la tentation pour eux de suivre le gouvernement. Dans un premier temps. Ben bon, je pense qu'il faut prendre conscience aussi des dégâts collatéraux de ce genre de situation, et j'espère qu'il y aura, en tout cas, j'espère qu'il y aura un soutien de tous les élus locaux à un projet qui maintient les pouvoirs de l'Université de Saint-Étienne. Vous êtes plutôt optimiste ou un peu pessimiste aujourd'hui? Non, je suis plutôt optimiste parce que c'est pas possible que l'université soit dissoute comme ça. C'est pas possible qu'on se soit battu pendant 50 ans pour arriver à ce résultat? Absolument, c'est pas possible, donc il y aura autre chose. Il y a déjà une réaction importante et nous trouverons des solutions. Enfin, les responsables trouveront des solutions et je les soutiendrai personnellement autant que je peux si elles sont progressistes. Pour finir l'émission et pour revenir à la politique politicienne, sous la présidence de François Hollande, on avait parlé de Maurice Vincent comme ministre ou secrétaire d'État. C'était une rumeur ou alors vous avez eu des contacts? Non, ça n'a jamais été une réalité. Alors, je ne sais pas. On l'a entendu, hein, donc il y a d'autres maires qui se voient déjà ministres aussi. Donc, En tout cas, moi, ça n'a jamais été mon objectif central, pour être clair. Et vous savez, ça aurait pu se produire, mais... Ça se passe comment là? Il y a des appels, on est en relation? Moi, personnellement, j'ai toujours considéré aucune personne, même un parlementaire ou un maire, ne devait être candidat à ce genre de fonction. Soit au niveau du gouvernemental et présidentiel, on pense à vous et on vous fait signe, soit, voilà. Mais pour ma part, j'ai jamais été contacté sur ce point, j'ai jamais rien refusé, j'ai jamais été contacté. Je pense, si vous voulez, qu'il y a toujours beaucoup de candidats, comme vous l'imaginez. Voilà, il y avait une ministre des Universités, Geneviève Fieroso, qui je crois, a fait un travail tout à fait correct. Dans d'autres secteurs, il y avait certainement des gens plus compétents que moi. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais perturbé, cette affaire-là. C'était une rumeur, donc tant qu'on vous en, vous pose la question. Il y aura une rumeur sur M. Perdriau si la droite gagne en 2022, sans doute. Saint-Étienne est une grande ville, donc c'est normal. Avant 2022, il y a quand même une rumeur qui dit que M. Perdriau pourrait être secrétaire d'État ou être ministre dans le remaniement. On l'entend, Écoutez, moi, on l'entend. Il y a des gens qui sont même déjà à la place du maire, calife à la place du calife. Alors, moi, j'ai jamais attaché beaucoup d'importance aux rumeurs et je m'en félicite. Justement, en parlant de rumeurs, il y a aussi du concret, on parle d'un remaniement, là, vous voyez ça comment, vous? Il faut changer de Premier ministre, il faut changer de ministre, il faut changer de ministre pour l'Université de Saint-Étienne. Non, mais si vous voulez... Chacun a son avis, c'est comme pour l'équipe de France de foot, tous les Français ont un avis sur est-ce qu'il faut mettre Benzema ou pas Benzema. Voilà. Ouais. Donc, comme citoyen observateur de la politique, moi je pense qu'il est nécessaire qu'Emmanuel Macron entende ce qui se passe dans le pays depuis 2 ans. Ce qui se passe, c'est... Le message n'est pas très clair. L'environnement devient une question majeure.
Et les inégalités sociales aussi ne sont plus supportables. Bon, s'il entend ça, je crois qu'il faut qu'il change sérieusement, il faut qu'il change de Premier ministre, même si Édouard Philippe a vraiment fait un bon travail. Enfin, dans son style, moi j'approuve pas, hein, depuis 2 ans je n'approuve pas, mais dans son style, je crois qu'il a marqué des points, on peut dire. Mais il faut marquer un changement, moi c'est mon sentiment. Et puis oui, je crois qu'il faut changer beaucoup de ministres pour montrer qu'il y a un vrai changement. Il faut changer les têtes ou changer la politique? Il faut changer la politique, c'est le plus important. C'est plus dur ça. Et rééquilibrer. Voilà. J'ai lu qu'on parle d'une femme peut-être comme Première ministre. Il n'y en a pas beaucoup, alors on verra qui ça sera. Une femme? Oui, c'est ce que j'ai lu, on parle d'une femme. Oui. Il a envie d'une femme comme Première ministre. Je ne sais pas, Florence Parly peut-être. J'ai lu son nom. Peut-être, c'est possible. On parlait de Premier ministre, on va parler d'entraîneur. Moi, je parle des Verts, pas des écologistes, mais les footballeurs. Pour terminer, oui. Terminer, je sais que vous êtes un passionné. Oui. Je pensais que Claude Puel allait nous amener sur les hauteurs et finalement on est allé sur les pistes qui descendent un peu. Comment vous voyez l'avenir là aussi de Saint-Etienne au niveau football? C'est un peu bizarre en ce moment. Comme supporter des Verts, tout a toujours été bizarre à la SSN depuis quelques années. C'est le fait d'avoir 2 présidents, je crois, non? Honnêtement, tout est bizarre. Je veux dire, c'est pas un scoop. J'ai eu des relations directes avec les présidents quand j'étais maire, globalement cordiales d'ailleurs, hein, mais compliqué. Ça a toujours été compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc Galtier, pour moi, a été un excellent entraîneur. Je pense qu'il a su tirer des effectifs dont il disposait le maximum. Donc il continue de faire un excellent travail à Lille. Donc voilà, là on a quelque chose qu'on peut mettre au crédit du club et notamment de Christophe Galtier. Ensuite, ça c'est compliqué comme vous le savez, et on a eu un sauveur inespéré. Gasset. Avec Gasset, il a sauvé le club. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Il a pratiquement fait un nouveau recrutement en 3 mois, il a sauvé le club. Je n'ai pas compris, moi, qu'on ne le conserve pas au moins une année de plus. Alors, mais comme je ne suis... C'était peut-être son envie aussi. Hein. Comme je ne suis pas dans les secrets des dieux, peut-être ne le souhaitait-il pas, mais j'ai cru comprendre qu'il aurait pu faire une année de plus. Bon. Ça m'a un peu dérangé, cette affaire-là, si vous voulez, parce que, quand même, enfin, sauf si c'est lui qui n'a pas voulu. Hein. Quand même, il vient, il sauve le club, et... je pense qu'on aurait dû lui dérouler le tapis rouge pour qu'il reste, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on peut lui faire une petite statue, je crois. En tout cas, au moins. Il y a quelques personnes qui méritent une statue à Saint-Etienne. Voilà, en tout cas. J'ai des noms. Hein. Et puis alors, Claude Puel, son arrivée, c'est un autre management. J'entends dire qu'il veut s'inscrire dans la durée et qu'il veut faire confiance aux jeunes, ce que je trouve comme des orientations très positives. Ce qui est la caractéristique de Saint-Etienne dans les années 70. Hein. Voilà, donc on jugera, on va dire, à l'horizon 3-4 ans, si le club résiste jusque-là. Moi, il y a un point que je n'ai pas compris, hein, je vous le dis, c'est la mise à l'écart de Ruffier, comme supporter. C'est pareil, hein, gérer les hommes, et surtout des stars et des vedettes, c'est sûrement très compliqué, donc je ne fais pas de critique. Mais je pense, en étant honnête, Ruffier est bien meilleur que Moulin au niveau je dis simplement, football. Je dis simplement que je n'ai pas compris. Il y a le niveau, et puis il y a aussi, un peu comme Gasset, ce que Ruffier a apporté au club. Il a pris quelques points. Ah oui, je pense qu'il a pris beaucoup de points dans les 5 ou 6 dernières saisons. Donc si vous voulez... Là. Il faut mettre son autorité en place. Ouais, mais enfin bon, moi c'est toujours privilégié hein, dans les fonctions de direction ou de présidence ou à la mairie hein, que j'ai eu de faire une bonne place aux personnes que je trouvais excellentes. Compétentes et en particulier excellentes. Donc là, si vous voulez, on a entre Gasset et Ruffier, on a franchement 2 bilans, 2 carrières incontestables, et pour des raisons diverses que je ne connais pas, on s'en prive. Bon, j'espère que les successeurs seront encore meilleurs, et je forme ce vœu pour la SS et pour la ville. L'avenir nous le dira. Maurice Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir, et puis on vous retrouve dès qu'on a du nouveau pour la faculté, l'université. J'espère bien que ça se terminera bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.